Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de Passons à l'action, le média d'élan pour bousculer l'immobilier en faveur. Passons à l'action est un rendez-vous que nous avons créé pour passer de l'utopie à la réalité en matière d'écologie appliquée à l'immobilier, en faisant témoigner les acteurs du changement déjà menés ou en cours. Son objectif, c'est de permettre d'agir vite et ensemble face aux défis climatiques, en s'inspirant des expériences menées sur le terrain pour s'enrichir et gagner collectivement du temps. Je suis responsable RSE et communication d'élan et j'aurai le plaisir d'animer cette conférence intitulée Comment créer de la valeur matérielle et immatérielle grâce à l'expérience de nature. Nous reviendrons notamment sur la démarche biodiversité ambitieuse menée par Advantaille sur le outlet à Honfleur, labellisé Biodiversity et en cours de labellisation Biodiversity Life. Alors, au programme de ce webinaire, nous vous proposons tout d'abord de vous raconter la genèse du projet. Olivier Lemoine, écologue chez Elan, accompagne le territoire et le projet depuis plus de 10 ans. Il nous fera découvrir ce site naturel exceptionnel et la démarche biodiversité concrète qui a été menée sur ce projet. Nous reviendrons ensuite sur l'expérience vécue par notre client Advantaille, opérateur de centre Outlet. Corinne Wortmann, directrice du centre Normandie Outlet à Honfleur, partagera avec nous les résultats d'une étude menée auprès des utilisateurs. Nous verrons notamment générés par l'expérience de nature sont nombreux. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour témoigner. Enfin, nous parlerons biophilie et expérience de nature avec un expert qu'on ne présente plus. J'ai nommé Pierre Darmé, jardinier et directeur marketing et communication des Jardins de Galie, qui cultive la nature au cœur des lieux de vie et notamment des espaces de commerce. Merci Pierre de nous faire l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui. Alors surtout, petite précision, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat tout au long de ce webinaire et nous consacrerons la dernière partie de ce webinaire à vos questions. Alors ma première question s'adresse à toi Olivier. Tu accompagnes le territoire et le projet depuis plus de 10 ans. Est-ce que tu peux revenir sur l'histoire de ce site naturel exceptionnel ? Merci Pauline. Donc je vais vous présenter un centre commercial précurseur parce qu'il a su jouer avec l'environnement de manière très ambitieuse et la biodiversité qui est donc la dimension du vivant de l'environnement en particulier. Effectivement, nous avons eu la chance d'accompagner ce site et ce centre depuis plus de 10 ans. Je vous l'expliquerai à la fois avec l'aménageur, c'est-à-dire au moment de l'aménagement de la ZAC, et maintenant avec la création du centre et le développement de la vie de ce centre commercial. Alors, pour cadrer un peu le sujet, on va croisée de deux autoroutes, hein, pour un centre commercial, c'est toujours important. À la fois la 29, l'autoroute des estuaires, hein, tous les Hollandais qui descendent sur la côte atlantique, mais également l'autoroute A13, l'autoroute Paris-Normandie, hein, où tous les Parisiens qui vont à Deauville, voilà. Donc c'est un village de marque, Madame Wortmann nous le présentera tout à l'heure, hein, situé à Honfleur. Les acteurs c'est bien évidemment notre client Advantaille qui va intervenir après, mais historiquement, donc il y a aussi l'investisseur, le propriétaire du site, hein, Resolution Property, et aussi parce qu'ils ont eu un rôle important, on le verra, l'aménageur de l'ensemble du architecte bien connu pour avoir beaucoup travaillé avec les questions de nature et de biodiversité en ville, et la compagnie du paysage, le paysagiste concepteur qui a eu un rôle très important sur ce projet. Alors, bien évidemment, le territoire, il est important, hein. Le site, il est au pied du pont de Normandie, qui est une image de marque très connue dans le monde entier, et également auprès, à 2 km, à 500 mètres du pont de Normandie et à 2 km du bassin d'Honfleur, autre élément de marque particulièrement bien connu.
Ce qui est moins connu, c'est que ce site, il est dans l'estuaire de la Seine, qui est un des grands sites français, une zone humide protégée au titre de la Convention de Ramsar, et surtout une zone humide c'est à la fois le lieu du port du Havre, de la ville du Havre, de la ville d'Honfleur. C'est un lieu qui a toujours cherché à concilier à la fois la protection de la nature, le développement économique, les activités portuaires, les activités touristiques. Alors, dans le document qui vient, là, qui suit, j'ai été trop vite, vous avez en vert toutes les zones qui sont en réserve naturelle et entourées de orange toutes les zones qui, à d'autres titres, sont des zones protégées, soit par le Conservatoire du littoral, etc. Donc on est vraiment, puis vous avez bien évidemment la ville du Havre, le port du Havre, et puis sur la rive sud, Honfleur. Donc vous voyez que le site de ce centre commercial, il est au cœur d'une zone écologique protégée, ce qui n'était dans cette zone. Dans cet estuaire, la rive sud, le côté Honfleur, au terme écologique, était un peu moins connu. Et on peut dire que le développement de tous ces projets de parcs d'activité a remis un accent sur cette zone. Alors, vous avez ici un petit schéma qui vous montre toute la zone alluviale de Honfleur, avec à la fois en bas la ville de Honfleur, le pont de Normandie. Et ce qu'on voit ici, c'est on est ici au résultat d'un arbitrage entre des zones protégées qu'on voit au nord du pont, des zones portuaires, puisque le port de Rouen, enfin Aropin maintenant, les grands ports, gère toutes les zones portuaires, la ville de Honfleur, qui a été développée par la Schéma. L'aménagement de ce parc d'activité a été très contraint par les questions de biodiversité. Vous voyez ici, ça c'est assez original, un panneau de chantier a fait l'objet, il a mis en valeur notamment les espèces protégées, puisque l'aménagement a été fait de telle sorte qu'on puisse à la fois aménager des grands projets d'opérations immobilières, mais aussi conserver la biodiversité. Vous avez ici quelques images du parc d'activité tel qu'il est aménagé au pied du pont. Énormément, la question d'eau était très prégnante, on est en zone inondable, donc il a été aménagé énormément de qui est une espèce protégée qui d'ailleurs, avec les suivis, est maintenant très présente autour du parc. Alors, venons-en au sujet. Le village de marque, Normandie Outlet, c'était l'aménagement pionnier, l'aménagement phare pour le lancement de ce parc, dont on voit ici une image théorique une fois qu'il serait rempli. Donc, venons-en maintenant sa spécificité, notamment de nature. Alors, le concept, il est tout à fait original et intéressant, c'est un concept architectural. Vous voyez ici, alors je vais vous expliquer les images, mais vous voyez toute la partie, dans la partie supérieure, est représentée une rue très urbaine, une rue commerçante. Il ne faut pas oublier qu'ici, on est dans un village de marque, donc les gens viennent ici pour acheter des retrouver quand même cette ambiance confort urbain pour faire ses courses, etc. Mais tout autour, il est entouré, il a été intégré dans le paysage. Et ce qu'on voit, enfin l'expérience de nature qu'on va vivre, c'est que quand vous arrivez, vous allez le voir tout à l'heure, dans ce centre commercial, vous voyez essentiellement l'environnement, le paysage, la nature, les points d'eau. Vous voyez ici sont représentés les commercial très intense. Je rappellerai brièvement que avec l'aménagement d'accompagner cette conception par le label Biodiversity pour continuer à tirer l'ambition, je dirais, qui peut-être au départ était réglementaire, vers une ambition de qualité d'usage de tout cela. Quand vous arrivez dans le parc, vous arrivez sur les parkings, vous allez voir à la fois ce grand paysage du pont de Normandie, c'est-à-dire tous les magasins ont des toits végétalisés, etc. On a ces grandes maisons en béton qui sont
à la fois la marque, je dirais, du paysage Honfleuret, Deauvillais, etc., hein, l'image de marque, etc., qui rappelle l'urbanité face à l'aspect beaucoup plus sauvage qu'on a autour. Ça, c'est des images que vous avez des parkings, donc vous avez à la fois, ce site s'appelait, avant de s'appeler Normandie Outlet, enfin, ça s'appelait Colline de Honfleur, vous avez les parkings très végétalisés, les magasins, etc. Et tous les murs des bâtiments commerciaux sont recouverts de bois, de ganivelles pour l'intégrer dans le paysage. Vous voyez un peu quelques images qu'on voit ici du commercial, contemporaine, consumériste, et puis des éléments de nature, des petits crapauds. Je vais fermer ma caméra parce qu'il me dit que j'ai des baisses de connexion. Vous voyez ici des images de parking, des images de la rue centrale, des images plus commerçantes, où on voit à la fois cette confrontation ville-nature, la rue centrale commerçante et l'environnement paysager. Alors, bien évidemment, au sein de la rue, enfin, vous en reparlerez tout à l'heure sans doute mieux, mais au sein de la rue commerciale, l'écologie, etc. Au bout du parc, on a des éléments, des lieux de restauration qui font l'interface justement avec des éléments de nature, et on peut voir des animaux. C'est pas des espèces beaucoup plus rares à partir, je dirais, des extrémités du site. Tous les arrières sont aménagés peut-être plus discrètement, plus j'allais dire, plus bucoliquement, etc. Mais d'ailleurs, on réfléchit à aménager avec Avantrail des parcours pour aller mieux voir les arrières qui sont plus naturels. Ça, c'est une petite... C'est-à-dire qu'à l'occasion de la fête de la nature, en plein milieu de la rue commerçante, il y a eu une animation pour valoriser les éléments de nature. Et ce qui était tout à fait intéressant, c'est que on demandait aux clients de lever la tête, et pendant toute la journée de cette animation nature, on a eu 6 ou 7 cigognes qui volaient autour du centre commercial. D'ailleurs, elles sont tout le temps là. Les gestionnaires vous le rappelleront. On a des cigognes auprès du site. Et ça, il y a plein de gens qui n'avaient jamais vu des cigognes dans ces courses. Et puis là, c'est une petite image pour montrer qu'autour du centre commercial, on peut trouver des champignons. Et que je terminerai en disant que ce n'est pas seulement l'environnement naturel. Tout l'environnement culturel de Honfleur, et au sein du parc commercial, on a des parcours qui renvoient à la Normandie, aux peintres de Honfleur, etc., pour bien montrer que c'est tout un élargissement avec son environnement. Alors, pour terminer, on est en train de travailler sur la valorisation de l'usage biophilique du parc, Pierre en reparlera tout à l'heure de ce qu'est la biophilie, c'est-à-dire au moment d'exploitation, en phase d'exploitation, de valoriser tous ces éléments qui sont considérés comme un fort potentiel. Et je vous ai juste... les critères. Je n'ai pas ma dernière diapo, mais tout à fait intéressant, j'espère vous avoir convaincu. Donc, de continuer à travailler à la fois l'engagement et la connaissance autour de ces éléments naturels, la valeur écologique du parc, pour travailler sur une démarche d'amélioration continue, renforcer toujours la valeur écologique, accueillir peut-être encore plus d'espèces intéressantes qui font la synthèse entre cet acte consumériste et puis cette découverte de la nature, mais aussi et surtout renforcer l'expérience client, l'expérience de nature pour les visiteurs de ce lieu. Je vous remercie. Aujourd'hui, nous avons la chance de compter parmi nous Corinne Wortmann, directrice à Honfleur pour Advantail. Votre métier, c'est de générer la meilleure expérience utilisateur sur les... Vous avez décidé de vous engager dans une démarche RSE forte. Est-ce que vous pouvez plus ?
Alors oui, bonjour à tous. Donc rapidement, en fait, pour nous situer, le centre est aujourd'hui géré par le groupe Advantail, effectivement, qui est opérateur numéro 1 sur le marché de l'outlet en France. Nous considérons que les lieux de commerce et de loisirs, en fait, les plus performants de demain seront vraiment ceux qui auront le plus de sens pour nos clients. C'est pourquoi, rapidement, pour vous expliquer un petit peu notre raison d'être, effectivement, promouvoir une consommation raisonnée, une gestion responsable des lieux est vraiment le fondement de notre réflexion et de notre raison d'être. Alors, on est convaincu que l'attractivité et la performance d'un lieu recevant du public doivent combiner plusieurs facteurs. Bien évidemment, une bonne mixité de l'offre, mais aussi de la consommation raisonnée. Nous sommes déjà par essence dans une logique d'économie circulaire avec la vente des produits de saison antérieure. Et puis, bien évidemment, un ancrage fort sur son territoire, un petit peu comme ce qu'expliquait aussi Monsieur Lemoine, ce qui est vraiment le cas sur l'ensemble aussi de nos centres. Une gestion responsable des lieux et surtout sobre en ressources. Et puis surtout, ce lieu de destination doit mixer shopping, expériences diverses pour être un lieu de vie à part entière. Voilà. Je poursuis. Hop, excusez-moi. Alors, juste pour vous expliquer rapidement que lors effectivement de la construction de notre stratégie RSE, nous avons consulté l'ensemble de nos parties prenantes pour les interroger sur nos 3 piliers. C'était une étape essentielle en fait pour nous pour recueillir leurs attentes et leurs sujets d'intérêt. Alors, ils étaient vraiment tous unanimes, que ce soit nos enseignes, les collectivités territoriales, nos partenaires, nos clients. Tous ont considéré que la végétalisation et la biodiversité de nos centres devaient faire partie de nos enjeux communs. Et effectivement, ce beau site d'Honfleur est plutôt précurseur en la matière puisqu'il a été le premier centre à être labellisé biodiversité en Europe. Récemment réalisé une étude auprès de vos utilisateurs. Pouvez-vous aujourd'hui mesurer les bénéfices de votre démarche biodiversité ambitieuse sur ce centre commercial précurseur ? Écoutez, oui, effectivement, ce centre aujourd'hui qui est logé au cœur de la Normandie, puisqu'il est dès l'entrée, il est présent vraiment dès l'entrée du village de la ville d'Honfleur. Ce centre, il a vraiment été construit aujourd'hui autour d'un projet durable. Il est en parfaite cohésion en fait avec son environnement et son territoire. Il est intéressant de noter, c'est ce que j'ai voulu mettre en exergue là dans cette présentation, en fait que 62% de nos clients profitent quand ils viennent nous voir effectivement de visiter effectivement et le site et la ville d'Honfleur, ce qui prouve quand même quelque part qu'on est vraiment très très bien intégré. Donc c'est aussi un bénéfice pour nous qui est indéniable. Par ailleurs, avec de nombreux magasins visités, la durée passée dans le centre est plus élevée que la moyenne observée dans les standards outlet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, près de 4 visiteurs sur 5 passent plus d'1h30 sur ce centre. C'est intéressant puisque la moyenne des standards outlet, c'est 1h04. Voilà, et puis un des beaux verbatim qui me semblait intéressant de partager car il met vraiment en avant le bénéfice bien-être, un beau lieu de vie, un centre vert, agréable d'y flâner et d'y faire ses achats. C'est ce que nous disait un de nos clients effectivement lors de l'étude que nous avions fait en 2019. Et puis récemment, donc avec quand on a lancé effectivement notre démarche RSE, nous avons invité également nos consommateurs à s'exprimer sur le village de marque à travers nos 3 enjeux. Et on a eu beaucoup de retours et d'intérêt sur la végétalisation et la biodiversité du centre. Alors pas que, mais il y a vraiment eu quand même beaucoup d'intérêt sur ces sujets-là. Et les deux verbatim que vous avez en dessous, pareil, c'était plutôt intéressant de vous les partager. Important pour moi que ce centre participe à la préservation de l'environnement de proximité,
ou encore les ruches, c'est vraiment sympa. Et puis là, effectivement, les clients nous invitent aussi souvent à aller plus loin. Peut-on avoir plus d'informations sur la façon dont est récolté ce miel? Est-ce un apiculteur local qui s'occupe des ruches, de la récolte? Voilà. On a aussi bien évidemment eu des questions sur la vie du centre au quotidien, comment minimiser les emballages, l'implication du centre dans le tissu local. Enfin, il y a une vraie attente des clients en tout cas sur tous ces sujets que nous prenons bien évidemment en compte à travers toutes les actions que nous organisons au sein du centre au quotidien. Voilà. On a un bel exemple d'action. Hop, je vais y arriver. Voilà. Alors, être un acteur majeur dans le paysage local, c'est incontournable, hein, bien évidemment aujourd'hui. Mettre en lumière notre territoire et notre terroir est évident pour nous. Je partage avec vous ce bel exemple dont on est fier avec l'équipe. Effectivement, depuis 2 ans, on a 80 000 abeilles noires de Normandie qui ont investi certains de nos espaces verts. Les ruches produisent d'ailleurs un miel excellent et un projet qui est vraiment en phase avec le site et puis son environnement, un projet qui a du sens et qui a vraiment créé l'adhésion. Le partenaire est local et nous avons réalisé à chaque fois plusieurs reportages photos lors de la mise en place des ruches, lors de la récolte, à chaque campagne en fait et ça c'est plutôt un avantage et un vrai bénéfice. Les retombées presse sont exceptionnelles, les clients en tout cas localement voilà sont ravis de ces actions-là et nous le racontent au quotidien. Du label Biodiversity Life, de mettre en place concrètement sur le projet pour atteindre cet objectif. Alors, les prochaines étapes, on souhaite bien évidemment encore optimiser, travailler le potentiel biologique des espaces créés. Nous travaillons avec notre gestionnaire d'entretien des espaces verts sur de nouvelles logiques d'entretien. Nous allons également travailler avec Monsieur Lemoine sur ces sujets-là. Nous souhaitons vraiment sensibiliser davantage en fait nos clients. Il faut savoir que 85% de nos clients, de nos visiteurs sont des familles, et en fait on souhaite vraiment les sensibiliser sur la fonction de ces espaces verts qui permettent l'accueil et la survie de la faune et de la flore environnante. Notre objectif est aussi de montrer en fait les coulisses du centre à nos clients, tout en mêlant bien évidemment camping et environnement. C'est pourquoi en 2022, en fait, on a planifié plusieurs actions notoires, comme par exemple la création d'événements en lien avec les objectifs de développement durable. On va aussi ouvrir l'intégralité de nos espaces verts à l'arrière des collines. Il y a vraiment de jolies choses à découvrir qu'aujourd'hui les clients ne voient pas. On va proposer divers ateliers de sensibilisation pendant les journées mondiales de la biodiversité en mai, ou encore lors de la journée de l'environnement en juin. Enfin, puis voilà, il y a des ateliers qui vont également être organisés avec notre apiculteur. On va mettre en place une ferme pédagogique. Là, bon, c'est plutôt à l'état de projet, mais on est en train de réfléchir sur un atelier plantation. Il y a effectivement pas mal d'actions maintenant qui vont être menées. On va aller plus loin en 2022. Nous venons de voir que l'expérience de nature, c'est important pour l'utilisateur et qu'elle peut réellement faire la différence quant au choix des consommateurs. Nous allons à présent parler de valeurs biophiliques. Biophilie, Pierre Darmé. Pierre, j'ai 2 questions. La première, est-ce que l'impact positif de la nature sur l'homme, c'est réel? Et la deuxième, concrètement, quels sont les bénéfices générés par l'expérience de nature et comment est-ce que cela se traduit dans un parcours client? Waouh! Bonjour à toutes et à tous et merci Pauline pour cette entrée en matière. Alors, j'ai pas la prétention d'être un expert. En tous les cas, ce que je peux vous dire, et je vais prendre appui sur l'expérience que nous avons tous vécue pendant le premier confinement et que vous êtes peut-être en train de vivre tout de suite, les effets du contact avec la nature sur la santé. Il y a une thèse qui est apparue récemment
et qui a été orchestré par Gilles Galopin, qui est enseignant-chercheur en biologie végétale et qui a été soutenu, on va dire encadré par Plantécité et soutenu par le CIBI, qui a créé le label Biodiversity, et qui a révélé les mécanismes à l'œuvre sur ces effets positifs. Et il y a notamment une théorie scientifique qui est celle de l'attention. Lorsque nous sommes face à un écran, et nous l'avons constaté pendant le premier confinement, passant de zéro visio à des visios très régulières, nous nous sentions fatigués. Et une des explications, c'est la théorie de l'attention, parce que nous sollicitons notre attention volontaire avec un certain nombre d'objets et d'actions. Et nous avons besoin, pour notre équilibre quotidien, de solliciter aussi notre attention spontanée, ce que nous permet un espace de nature ouvert. On le sent, on le ressent individuellement et ça se mesure. Il y a une forme de bien-être, en tous les cas, un apaisement lorsque nous sommes face à un espace de nature. Alors maintenant, la question qui est posée, c'est les effets sont-ils avérés? Oui, et nous allons voir pourquoi. Et puis ensuite, comment est-ce que cela peut se traduire dans l'activité d'espace de retail? On a vu ici le contexte, les enjeux et puis des exemples très concrets avec le centre Normandie Outlet. On va dézoomer un tout petit peu pour voir quelle peut être une démarche vertueuse, comme vous l'avez dit Pauline, à travers le parcours d'un usager d'un centre commercial. Alors, quelques chiffres peut-être tout d'abord. Alors, je voulais les afficher, ils doivent être juste avant. Voilà. Ici, vous avez quelques chiffres, notamment certains qui sont issus d'un sondage réalisé par l'Institut BVA pour les Jardins de Galie en 2013. Donc, il y a bientôt 10 ans. Autant dire dans une époque antédiluvienne, et on constatait plusieurs choses. C'est que la grande majorité, 82% des Français estimaient qu'il n'y avait pas assez d'espace vert. Alors le terme est un peu râpeux, avec Olivier on préfère le terme d'espace de nature, mais en tous les cas c'est celui qui est le plus communément admis et que les sondeurs nous avaient conseillé d'utiliser. Eh bien les Français estiment qu'il n'y a pas assez d'espace de nature dans les centres commerciaux à 82%. Et puis, il nous disait à l'époque, et c'est probablement vrai pour beaucoup d'endroits encore aujourd'hui, à 70% que pour eux, faire leurs courses, c'était une contrainte avec une cohorte de mots-clés qui était vraiment négatifs. On parlait de fatigue, on parlait de maux de tête, on parlait d'harassement. Et à côté de ça, on avait plus de la moitié qui considérait que la nature dans les centres commerciaux, même sous des formes assez dérivées, puisque ce sont des lieux très anthropisés, eh bien, avait des vertus apaisantes et pouvait rendre le shopping plus plaisant. Alors maintenant, si on regarde quels sont les mécanismes à l'œuvre, on va parler du rôle de la nature dans nos vies. Effectivement, le terme qui est consacré aujourd'hui, c'est celui de biophilie. Alors, nous vivons la COP 26 sur le climat, nous allons bientôt vivre la COP 15 sur la biodiversité, et il est important de rappeler que le mot biodiversité comme le mot biophilie sont assez récents, au fond, puisqu'ils datent des années 80. Je crois que l'avènement du mot biodiversité, c'est 88. Le premier sommet de la Terre, c'était Rio en 92, donc ce mot était très récent. Et biophilie a aussi été commis par un écologue américain qui s'appelle Wilson, qui est très âgé maintenant, et qui nous dit, d'abord en 1984, puis ensuite dans une publication scientifique quelques années plus tard, qu'il émet l'hypothèse de la biophilie, qui voudrait que chacun de nous ait un penchant naturel, instinctif, qui nous pousse à rechercher un contact authentique ou dérivé avec le vivant. Et ça, en fait, il l'a théorisé par ces différentes pérégrinations d'écologues, de professeurs dans le monde, et quelle que soit la nature des sociétés dans lesquelles il est intervenu, il a vu qu'il y avait, de près ou de plus loin, un contact instinctif et positif pour ce rapport au vivant. Alors, dans nos vies, nous vivons entourés de végétal. Je vais vous donner un chiffre. Plus de 80% de la biomasse, c'est-à-dire le poids, entre guillemets, de l'ensemble des êtres vivants, plus de 82%, il est végétal.
Et avant d'être des chasseurs, nous sommes des cueilleurs. Et oui, c'est d'abord notre capacité à nous nourrir qui vient du végétal avant d'ensuite le cultiver et puis ensuite de nous nourrir de protéines animales. Donc le végétal tient une place extrêmement importante, c'est une forme d'emblème de la biodiversité, même si on ne peut absolument pas résoudre la biodiversité à cela. Et le végétal a plusieurs caractéristiques. C'est un élément vivant et c'est aussi un élément vital, on va le voir rapidement. Ça nous fait du bien, mais ça crée aussi du lien. On va le détailler un tout petit peu ici. C'est vivant, pourquoi? Vous connaissez probablement le phénomène de photosynthèse. Grâce à la lumière du soleil, dans les feuilles, les chloroplastes et un certain nombre d'organismes permettent à la plante de capter du CO2 et grâce aussi à l'eau qui lui est vitale, de recomposer les différents atomes pour avoir des sucres qui lui permettent de se nourrir, et ce phénomène permet de rejeter de l'oxygène et de l'humidité. Donc on est entouré d'usines vivantes qui, à l'échelle mondiale, permettent la régulation du climat, avec certes les forêts, et on est dans un contexte très naturel dans le centre que nous avons vu, mais aussi, on l'oublie souvent, ce qui se passe sous les océans, qui est la partie immergée de l'iceberg végétal avec le phytoplancton. Donc c'est formidable, c'est vivant. On a aussi un élément important, c'est vital. Ça capte le carbone, on l'a vu, ça produit de l'oxygène, on l'a vu également, et ça rafraîchit l'air. Donc toutes ces fonctions-là, elles sont essentielles pour notre vie, où que l'on soit. On vit un moment clé depuis une quarantaine d'années, en tous les cas ça a été théorisé il y a 40 ans par une première publication scientifique qui nous parle de l'extinction des expériences de nature. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de manière plus simple? C'est qu'au-delà du fait que l'on vive dans des lieux où l'on est physiquement éloigné de surfaces d'espaces de nature plus ou moins anthropisés, par exemple d'un parc, on parle souvent de palmarès des villes vertes en notant la surface d'espace vert par habitant, on devrait peut-être le faire sur la capacité expérientielle. C'est-à-dire qu'on a perdu le contact physique, sensoriel, sensible avec le vivant. Pour une simple et bonne raison, notamment, c'est que dans nos sociétés dites occidentales, eh bien, nous avons, après la Seconde Guerre mondiale, eu la capacité à nous nourrir sans cultiver nous-mêmes notre lopin de terre. Et donc, cet éloignement par d'abord les sociétés industrielles du 19e, puis cette révolution verte, ont fait qu'on a perdu, même de manière utilitaire, un contact avec le vivant. Et ça, c'est donc l'expérience du vivant que nous avons perdue. Alors, la solution, on a notamment une qui est chère au Jardin de Galie, qui est notamment de végétaliser les intérieurs, puisqu'on estime qu'on passe 80% de notre temps en intérieur, mais ce n'est pas la seule, vous allez le voir. Le végétal, ça fait aussi du bien. Un certain nombre d'études, je ne vais pas vous donner les chiffres ici parce que vous les trouvez facilement et ils ont été largement partagés, attestent des bénéfices de la fréquentation d'espaces de nature, de la vue d'espaces de nature, quelle que soit sa forme, sur chacun d'entre nous. Et intéressez-vous à l'étude dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a une petite vidéo très pédagogique que vous retrouverez sur le YouTube de Plantécité et aussi du CIBI, qui explique quels sont les ressorts à l'œuvre, et c'est ça qui est vraiment passionnant. En plus de ça, ça crée du lien. Ça crée du lien parce que nous reconnecter à cette nature sous toutes ses formes, Madame parlait tout à l'heure d'ateliers à venir dans le centre, mais ça c'est formidable parce que étant pour la plupart d'entre nous démunis face aux aléas de la nature, eh bien nous avons une forme de lien qui se crée par la découverte de cette activité, planter, semer, récolter, ouvrir une ruche, regarder pendant 20 minutes une fleur pour noter tous les insectes pollinisateurs qui viennent s'y poser dans le cadre des sciences participatives. Tout cela, eh bien, nous pouvons le vivre individuellement, mais c'est encore plus fort et ça aide à créer du lien collectif. J'en prends pour preuve l'essor massif de l'agriculture urbaine, notamment pour une vocation sociale de création de liens
Certains parlent de communauté à travers des jardins partagés, etc. Voilà pour le concept. Et puis, nous, on est convaincus, comme les animateurs nature qu'Olivier a été il y a quelques années, que les jardiniers, les entomologistes, spécialistes des insectes, les ornithologues, en gros, toutes celles et ceux qui sont dépositaires d'une petite partie du grand tout du savoir du vivant, c'est essentiel pour nous prendre la main et nous aider à nous reconnecter. Et ça renforce aussi ce lien collectif dont nous avons besoin. Alors maintenant, passons à l'action pour les centres. Je vais être très direct. Pour moi, il y a 2 enjeux d'intégration du vivant pour les centres commerciaux. Le premier, il est mercantile. On voit une diminution de la consommation dans un certain nombre d'espaces commerciaux, certes parce qu'il peut y avoir une saturation d'espace, et on parle souvent de la concurrence entre les centres périphériques et les commerces de centre-ville. C'est un sujet qu'il ne faut pas occulter, mais il y a aussi la concurrence du e-commerce. On parle souvent d'expérience client. Ça a été le mantra de l'ensemble des opérateurs commerciaux depuis une dizaine d'années, traduit d'un terme anglo-saxon. Eh bien, mettons ça en parallèle de l'expérience de nature. Offrir de nouvelles choses à vivre dans les centres, c'est essentiel et on peut augmenter cette expérience par la nature. Et puis le deuxième volet, qui est essentiel également, c'est d'être responsable, à la fois en termes d'image, mais aussi réellement. Un centre commercial a un impact sur le foncier. Et de fait, sa responsabilité, c'est d'être le mieux intégré possible. C'est ce à quoi aide le label Biodiversity et c'est ce que Olivier vous a expliqué tout à l'heure dans la prise en compte du contexte. Mais c'est aussi être responsable, profiter d'être un lieu de sociabilisation pour faire passer des messages. Durant la pandémie, les centres commerciaux et les commerces, j'entends par là l'ensemble des supermarchés ou des marchés qui étaient encore ouverts, ont fait office de lieu de sociabilisation, même si nous étions masqués, même si pour certains nous mettions une forme de combinaison et des précautions qui étaient peut-être utiles, parfois exagérées, eh bien, le seul lieu où il pouvait y avoir encore du lien, c'était ce lieu-là, ces lieux de commerce, parce qu'il faut bien se nourrir, mais aussi, c'était des lieux qui vendaient, entre guillemets, quelque chose de plus. Et je pense que nous avons tous eu, dans ces moments assez difficiles, des paroles peut-être plus prononcées avec nos voisins et avec l'ensemble des personnels des centres commerciaux qui peuvent peut-être témoigner de ce sujet-là. Donc, être un lieu de sociabilisation, ça oblige aussi les centres commerciaux à prendre la parole et au-delà de montrer leurs bonnes actions, à sensibiliser les usagers, leurs clients sur les enjeux environnementaux. Alors, comment est-ce que ça peut se concrétiser ? Moi, je résume souvent la prise en compte du vivant dans les milieux habités en 3 dimensions. Il y a une dimension écologique, ça, Olivier peut vous en parler en détail, c'est le fait de s'inscrire au maximum dans les trames vertes et bleues, de considérer la faune, la flore et leurs habitats, ce qui est extrêmement important dans le centre dont nous parlions tout à l'heure. Mais il y a aussi une dimension environnementale, servicielle, c'est-à-dire que la nature rend des services. Vous n'êtes pas sans savoir que dans le projet de loi qui va bientôt aboutir, Climat Résilience, il y a des dispositions à la fois pour la perméabilité des sols, pour améliorer leur infiltration, ce qui permet donc à l'eau, lorsqu'elle s'infiltre plus lentement, d'éviter les inondations, mais aussi à l'eau de s'évaporer. Et en s'évaporant, bien, ça consomme de l'énergie et ça nous rafraîchit. Et par là, de végétaliser. Et le végétal, on l'a vu tout à l'heure, transpire. Et là aussi, l'évaporation de cette eau permet le rafraîchissement. Il y a aussi des dispositions sur l'ombrage pour faire baisser le phénomène d'îlot de chaleur. Donc ça, c'est un certain nombre de dimensions servicielles, environnementales, qui ne sont pas tout à fait les mêmes que les objectifs purement écologiques qu'on a évoqués précédemment. Et puis, il y a enfin ce volet social qui est extrêmement important, à la fois vivre individuellement des expériences de nature et puis générer des moments de lien, de convivialité et d'apprentissage collectif. Alors, comment est-ce que ça se traduit ? Eh bien, nous, on parle de shopping fertile. Ça n'est pas parce qu'on va cultiver le végétal et être plus accueillant pour la biodiversité qu'on va résoudre tous les maux.
d'une part, on ne pourra pas sauver la nature de cette manière-là, ce serait extrêmement présomptueux et ce serait du greenwashing. Et par ailleurs, on ne va pas pouvoir résoudre tous les maux MAUX commerciaux et décupler la fréquentation et le panier moyen. Ça n'est d'ailleurs pas forcément le but. En revanche, créer un cadre qui est propice à la vie, qui a la capacité de faire croître l'ensemble des végétaux et par là d'accueillir les êtres vivants, c'est aussi fertile, avoir cette capacité de plus de liens et d'une meilleure expérience client. Et le shopping fertile, ça se concrétise dans un parcours client de l'extérieur jusqu'à l'intérieur du centre. Le terme de parcours client, il est emprunté au vocabulaire des retailers, comme on pourrait dire pour utiliser un anglicisme, et nous l'avons pris à notre compte pour définir des parcours clients végétalisés, où on va passer un certain nombre de messages. Et on parle de fil vert tout au long du parcours client. Alors, ça commence sur le parking. Accueillir, c'est ouvrir les bras, à la fois aux visiteurs, aux clients, mais aussi à la biodiversité, et ça peut se signaler de différentes manières. Alors, on va accueillir la faune, la flore, on va entretenir de manière écologique, et puis on va organiser des ateliers. On va voir quelques images. Je suis désolé, c'est un tout petit peu lent. Voilà. Le parking est un signal d'accueil. Et ce parking, il peut être assez traditionnel, comme on vient de le voir là, plus élaboré, comme on l'a vu dans le centre Normandie Outlet, et puis intégrer même une dimension collective. Là, c'est un projet qui est en phase de réalisation en Savoie, avec un potager qui est adossé à un grand supermarché qui avait du foncier et qui a désimperméabilisé une partie du parking pour créer un espace qui est à la fois pédagogique pour les visiteurs qui voudraient s'y rendre, et puis il y a aussi un collectif qui va suivre avec un jardinier professionnel ce potager pour lui donner vie et en récolter les fruits. On peut aussi avoir, et ça a été cité tout à l'heure avec l'abeille noire, ou lorsque nous sommes dans des lieux plus contraints, l'abeille dite bugfast, l'abeille jaune, alors, il y a des débats là-dessus, mais aussi accueillir, donc ça c'est un élevage, une ruche, c'est un système agricole, et aussi accueillir les êtres vivants d'une manière générale. Le symbole, c'est l'hôtel à insectes, mais ça doit être l'hôtel qui cache la forêt, puisqu'il faut un entretien écologique, une flore qui soit la plus attractive possible, on parle notamment de flore mellifère, riche en pollen et en nectar, et puis d'avoir à la fois des plantes dites locales, en tous les cas de les laisser pousser, et puis des végétaux qui vont être plus structurants et qui vont avoir une valeur culturelle, autrement dit des végétaux horticoles cultivés, et tout ça dans un entretien évidemment sans pesticides, c'est tout à fait réalisable aujourd'hui. On le voit dans des lieux un peu plus habités. Ça peut être aussi des signaux végétaux, comme ici un mur végétal qui n'a d'autre vertu que d'être un élément fort et visuel. Je ne lui donnerai pas toutes les qualités ou tous les défauts que certains lui prêtent, simplement d'être un élément très visible qui signale l'entrée. Alors, on doit avoir maintenant d'autres visuels. Voilà, un élément important, c'est qu'on peut aussi créer des îlots de fraîcheur par différents leviers. Voilà, plus ou moins actifs ou passifs. Créer des jardins de pluie où on va infiltrer l'eau, la stocker et permettre qu'elle soit disponible toujours pour le végétal. Ça, c'est tout à fait pertinent. Ça peut être des noues, c'est-à-dire des fossés filtrants qui peuvent être plantés et plus ou moins low-tech dans l'environnement du centre et notamment du parking, des pergolas, et puis aller jusqu'à un rafraîchissement des îlots de fraîcheur plus actifs avec des lames d'eau, de la brumisation en prenant soin, et aujourd'hui les techniques sont très abouties là-dessus, d'avoir des très fines gouttelettes pour consommer peu d'énergie et peu d'eau. Voilà un exemple de projet de jardin filtrant qui fait aussi office de banc. Donc on a une intégration du mobilier autour de ces espaces végétalisés. Donc on répond à un certain nombre de fonctions, notamment cette fonction sociale. Ici vous avez un projet donc avec la start-up Vertuo à La Défense, qui a été aménagé sur le parvis, pas loin des 4 temps qu'on voit en arrière-plan. Et on le voit, là, c'était juste à la plantation. On a quelque chose dans un milieu très minéral que vous connaissez peut-être de La Défense qui est plus agréable. On a aussi la possibilité dans des lieux où on est sur dalle de végétaliser avec les corolles, par exemple celles d'Urban Canopy, qui permettent d'offrir du végétal à travers des grimpantes, là où on ne peut pas planter des arbres pour des raisons de charge
et autres contraintes. Et en intérieur, ça continue. Alors là, on va passer rapidement avec des éléments naturels. On peut avoir du bois, on peut avoir de l'imitation de vivant, notamment avec un procédé que vous voyez ici qui s'appelle la collection Silver, qui a été développée par Gali. Ce sont des troncs et des branches coproduits de l'exploitation forestière. Donc, on ne va pas couper des arbres expressément, mais on récupère des branches un peu biscornues qui ne satisfont pas les canons de l'exploitation forestière. Et puis ensuite, on les réassemble et on vient ou non y associer un feuillage synthétique. Ça permet de faire rentrer des espèces extérieures à l'intérieur. Symboliquement, c'est très fort. On n'a pas de prétention là à créer un écosystème, mais ça a une vertu de sensation de nature, là où notamment on n'a pas la place, où on n'a pas de lumière suffisante. Donc c'est une forme dérivée dans cette biophilie qui était définie. Et puis on peut aussi, comme sur l'image de gauche, avoir des espèces naturelles. À droite, c'est du faux. Et lorsque l'on parle de plantes naturelles, eh bien, on va les entretenir en protection biologique, c'est-à-dire que on va avoir des insectes qui vont manger les insectes qui, eux, mangent les plantes. Vous avez ici quelques éléments qui vont jusqu'à l'intérieur du centre avec des végétaux de toute nature qui se mêlent. Ici, alors ça pourrait être un centre commercial, c'est le restaurant La Felicita de Big Mama au bout de la station F à Paris. Et pour moi, c'est une réalisation exemplaire. Tout est naturel et on a les codes et une efficacité réelle puisque l'architecte nous a sollicité très en amont et ça a permis de manière très low-tech d'associer du végétal vivant. Et aussi, on a tous les codes de l'économie circulaire puisque l'ensemble des éléments de mobilier et les poutres que vous voyez ainsi que les wagons à l'arrière sont issus du réemploi. Et ça, je fais une petite parenthèse, mais c'est un élément extrêmement important. Le végétal, c'est aussi l'incarnation d'une forme de sobriété. Et aujourd'hui, le réemploi augmente de manière significative. Vous avez notamment une initiative que connaît bien Elan qui s'appelle le booster du réemploi. Et ça permet aujourd'hui d'avoir des fournitures de seconde main qui donnent en plus un supplément d'âme au lieu. Et ça, c'est extrêmement important d'aller au bout de la démarche et de le faire pas uniquement chacun sur son précaré. Et j'en arrive au terme de la présentation. Très important, là on le voyait, les panneaux pédagogiques pour expliquer ce dont il s'agit. Et puis on devrait arriver à quelques visuels de fin. Nous, on accompagne les clients, on peut le faire dès l'amont, en conception, jusqu'à la réalisation pour aller dans une démarche globale et puis aller jusqu'à l'entretien, évidemment, puisque le vivant, même avec une gestion écologique, a besoin d'une interaction et d'une gestion par les jardiniers. Et puis enfin, l'animation avec soit des décors événementiels, soit des animations qu'on va voir juste après. Je suis désolé, c'est un tout petit peu lent pour vous passer les diapos. J'espère que vous n'êtes pas impatient et que je n'ai pas monopolisé la parole. Voilà quelques exemples d'animation. On parlait de ruches tout à l'heure. On peut aussi profiter de l'implantation d'un centre pour faire une découverte de la faune et de la flore autour du centre. Et puis, en fait, on s'aperçoit qu'il y a tout un tas d'espèces très communes qui ont des vertus dans la pharmacopée, médicinale, aromatique, etc. Et j'en termine avec des ateliers ici. Voilà, quelques exemples pour vous remercier et laisser la parole à Pauline. Vous avez notamment un outil qui est très utile et de plus en plus répandu dans les centres commerciaux, mais aussi en entreprise, c'est d'offrir des sachets de graines. Alors, laisser un sachet de graines et le laisser dans un grand pot à l'entrée, ça peut être une option, mais expliquer aux visiteurs, avec ne serait-ce qu'un échange physique entre deux humains, et de quelques secondes, voire une minute durant, expliquer les rudiments pour manier correctement ce petit élément qui porte en lui un potentiel de vie, eh bien on gagne en lien social et on gagne en pédagogie puisque on le voit régulièrement, nous, dans nos animations. Certains prennent les graines, font un gros poquet et puis les enfoncent de 2 cm. C'est trop profond, sachez-le. Il faut simplement être en surface et remettre un tout petit peu de terre délicatement pour générer des expériences qui soient positives et réapprendre ensemble à partager les bienfaits de la nature. J'en ai terminé.
Merci beaucoup Pierre pour ce plaidoyer pour la nature. Et si je récapitule, la biodiversité, donc c'est à la fois un amplificateur de liens et un outil de responsabilité. Alors, je vous propose à présent de passer aux questions. Il y en a quelques-unes. Alors, on a un mais je vous propose d'en poser deux. La poser à Olivier. Donc, les écologues ont-ils un rôle croissant dans l'immobilier? Merci Pauline. D'abord, je repréciserai pour les gens qui ne sauraient pas ce que c'est que le métier d'écologue. Un métier d'écologue, c'est un peu comme le médecin généraliste. C'est un généraliste de toutes ces questions d'environnement vivant, la nature, les fonctionnalités, les services, les trois dimensions prises en compte en amont dans les programmes, dans les projets immobiliers. Et le pourquoi c'est important un écologue, une opération immobilière, c'est à la fois un site, un foncier, et puis un programme. Et souvent, on s'intéresse principalement beaucoup au programme, au projet, à la réalisation, et peut-être pas assez au site, aux interfaces à l'environnement, comme on a vu à quel point c'était peut influencer le programme. Je crois que ça a été vu ici, c'est donc très en amont. Deuxième approche, c'est comment ça peut aider à la réglementation. On a vu ici qu'il y avait énormément, je ne sais pas un système, mais d'espèces protégées ça, les écologues ont joué un rôle important dans la facilitation avec les administrations des négociations sur les autorisations dans cet espace très contraint. Et enfin, les écologues, c'est le sujet nouveau qu'a très bien développé Pierre, c'est comment ils peuvent participer à créer une nouvelle valeur d'usage autour de l'expérience de nature. Et là, enfin, je reviens un peu sur le réglementaire, mais juste pour citer qu'il y avait des espèces protégées, il y avait donc un arrêté préfectoral qui autorisait à faire le chantier sous réserve d'application d'un certain nombre de mesures éviter, réduire, compenser, et que j'étais tout content parce que l'écologue des Landes, on était là aussi pour garantir réglementairement l'intégration de ce projet dans l'environnement dont on a vu le résultat. Peuvent-ils devenir un lieu de promenade? Est-ce que vous m'entendez? Bon, bah, peut-être que vous ne m'entendez plus. Dans ce cas-là, bah, on va peut-être terminer comme ça ce webinaire. On a bien vu vos questions. Donc, bien évidemment, on vous enverra la présentation de Jardin de Galie. Super idée, ce sachet de graines. Ouais, je suis tout à fait d'accord. C'est une super idée d'outil de pédagogie. Voilà, bah, ce webinaire touche à sa fin. Merci de votre attention. Un grand merci aux invités pour leur témoignage et éclairage. Et maintenant, n'attendez plus pour accélérer votre transition écologique, passez à l'action. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci, au revoir. Merci à toutes et à tous. Merci à tous.